le reste des gens attraperont ça en cours de route là. Fait que bonjour à tous, et puis, merci d'être là aujourd'hui pour ce Midi-Map, du mois de novembre. Khalifa pouvait pas être présent aujourd'hui, fait que c'est moi qui vais, m'occuper de faire la petite introduction. Je vais tâcher d'être, assez court pour, arriver rapidement à la conférence. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir François Bergeron et Guillaume Pomerleau. Tous les 2 sont employés de l'entreprise CGI, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une des plus importantes entreprises de services conseil en technologie de l'information. Guillaume, de son bord, est consultant principal et analyste d'affaires en géomatique, et François est directeur service conseil et architecte d'affaires. Et aujourd'hui, ils vont nous parler de la mise en place d'une plateforme de données géospatiales d'entreprise qui a permis à une entreprise canadienne de télécommunications, qui vont pas nommer, mais qu'on pourra, semble-t-il, reconnaître assez facilement, de devenir en quelques mois un leader en matière d'intelligence géospatiale. Donc un grand merci à vous deux d'être disponibles ce midi, et je vous laisse la parole pour la suite. Merci Nicolas. Je vais partager mon écran. Vous direz si vous arrivez à voir. Ça va pour moi. Ça va? OK. Ouais, excellent. Alors, bon, voici notre présentation, plateforme d'entreprise géospatiale. La présentation aujourd'hui ne sera pas très technique, mais plutôt orientée à affaires, comme on en parlait au début de la rencontre avec Christian. Si vous avez des questions tout le long en cours de route, des questions techniques, n'hésitez pas à les poser quand même. On va se faire un plaisir d'y répondre à la fin. Ou sinon, aussi, à la fin, on va présenter nos coordonnées donc pour nous contacter par email, il n'y aura pas de problème. Donc, un petit plan de présentation. Moi, je vais vous présenter, en fait, on a un centre d'excellence géospatiale à Québec, à CGI. Donc, je vais passer ça en revue. Ensuite de ça, François va vous présenter un peu la solution pour notre client, qu'est-ce qu'on a fait. Et on va terminer ça avec le fun, c'est-à-dire avec des études de cas liées surtout au monde des télécommunications en géospatial, en géomatique. Tout d'abord, la mission, nous, de notre centre d'excellence à CGI, c'est de fournir l'expertise et du support à nos clients pour les accompagner dans leur transformation numérique. C'est aussi on veut aussi être un centre de pointe en matière de création des connaissances et de génération d'outils pour apporter de l'innovation à nos clients. Et finalement aussi, on forme et on développe des capacités pour fournir des meilleures solutions, des meilleures réflexions ou des meilleures pratiques. Donc là, une slide de chiffres, c'est toujours important dans une présentation. En chiffres, à travers le monde, CGI, on est à peu près 600 consultants en géospatial. De ce nombre-là, on a à peu près une centaine au Canada, puis une cinquantaine uniquement à Québec. On est basé dans 4 régions à travers le monde, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et aussi un petit peu en Asie. On a 13 centres d'excellence, donc nous, on est un de ces centres d'excellence géospatiales-là à travers le monde. Puis en plus de ça aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a des clients en aérospatial, dont en Europe, avec l'Agence spatiale européenne, où là, on a à peu près 500 consultants en observation de la Terre, un peu partout en Europe. Puis nos autres clients, en télécommunications, en transport, dans les services publics, en agriculture, les forêts, l'environnement, les gouvernements, que ce soit tant au fédéral, municipal que provincial, bien entendu. Peut-être rajouter, Guillaume, que CGI est une compagnie de près de presque 80 000 employés à travers le monde. Donc, l'écosystème géospatial est dans un écosystème beaucoup plus large d'expertise, mais qui sont très importantes pour nous, parce qu'on fait de l'informatique, on fait des affaires. Donc, 80 000 employés, on est amené à travailler avec ces groupes-là également, à plein de groupes à travers le monde. C'était juste ma parenthèse, Guillaume. Ah, merci, c'est bien. Bon, on a plusieurs solutions géomatiques pour répondre aux besoins du marché, comme, on les a présentés ici brièvement, la mobilisation des clients, les interventions d'urgence, les services sur le terrain, le suivi des ressources en temps réel, puis aussi la maintenance prédictive. Je ne vais pas rentrer en détail ici parce qu'on va y revenir tout au long de la présentation à travers nos use cases. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on intègre des solutions en intelligence artificielle
en analytique, en réalité augmentée, en Internet des objets, puis dans le cloud. On intègre ça dans le processus de prise de décision de nos clients pour être certain de leur donner, d'adapter la solution à leurs besoins. Puis ces besoins-là, ben, nous, comment est-ce qu'on en prend connaissance, en fait, c'est que dans chaque mandat, on a un programme qui s'appelle La Voix de nos clients. Et ces rencontres-là qu'on fait avec nos clients tout au long de nos mandats, de nos processus d'affaires, ben, on construit une publication qui résume en gros les grandes tendances du marché mondial. Puis ensuite de ça, on est capable d'en dégager des tendances, puis de les appliquer ou de les proposer plus dans nos marchés locaux. Donc, ils sont adaptés, bien entendu. Donc, ça, c'est ce qui en est pour les besoins. Ensuite de ça aussi, on fait affaire avec différents partenaires. On a accès aussi à une grande panoplie de partenaires avec qui on peut mettre nos clients en contact directement. On a bien sûr là, les grands joueurs de l'industrie géomatique comme Esri, GeoCortex par VertiGIS, CityWorks, IQGeo. Mais on a aussi des compagnies de données, par exemple, comme Here qui ont un bureau à Montréal, Alteryx ou Safe Software qui ont des solutions ETL, puis encore là, des grands partenaires mondiaux bien connus avec qui CGI fait affaire depuis plusieurs années comme Microsoft, Amazon ou Oracle. CGI s'implique aussi dans l'industrie. On a donné 2 exemples ici. Le premier avec l'OGC, que vous connaissez sans doute, l'Open Geospatial Consortium, pour faire progresser le développement et l'utilisation des normes et des services qui favorisent l'interopérabilité géospatiale. On s'implique aussi auprès de l'ACSG. Plus particulièrement, nous, à Québec, on s'implique avec l'ACSG Champlain, qui a organisé récemment l'événement Géo-Québec tenu au Centre des congrès ici. Donc, on a un membre de notre unité d'affaires qui siège au comité de direction. Donc, c'est notre façon de redonner à la communauté également. Alors, je passe la parole à François. J'étais en mute. Oui, merci Guillaume. Donc, l'objectif aujourd'hui, Guillaume et moi, c'est de vous présenter comment une entreprise canadienne en télécommunication est devenue, en quelques mois, en quelques années, un leader en matière d'intelligence géospatiale. Donc, on parle ici d'une plateforme qui est d'entreprise, qui permet de visualiser, de rechercher, d'imprimer de multiples couches de données à caractère pour de télécommunications. Donc, telles que, par exemple, des zones d'intérêt de segments de réseau en fibre ou en cuivre provenant du réseau puis des composantes d'ingénierie de l'entreprise. Ça afin de soutenir des activités de planification en réseau de télécommunications. On peut passer à la prochaine, Guillaume. Donc, nous, dans le centre d'expertise en géospatial à Québec, on a également des gens qui travaillent avec nous à Montréal, un petit peu partout au Québec, mais on est physiquement à Québec. Et partout aussi, on a une unité d'affaires qui est spécifique à la télécommunication. On est très fiers à CGI de travailler avec l'entreprise en télécommunication dont on parle aujourd'hui pour livrer une plateforme qui est, on dit, collaborative et de visualisation. Donc, en utilisant une approche qu'on dit low-code. Donc, oui, on a développé, mais de plus en plus, on essaie de diminuer le nombre d'avoir de plus en plus des applications qui n'impliquent pas le développement, mais avoir des flows, des workflows, des flux de travail, utiliser plus notre souris, minimiser le nombre de codes qu'on intègre. On l'a réussi avec cette plateforme-là, en bonne partie. On intègre des méthodes agiles, puis vraiment dans un esprit de livraison en continu. Donc, on réalise le développement, la maintenance, puis l'évolution de la plateforme dont on va vous montrer aujourd'hui. On développe et on maintient également des processus qui entourent tout ce qui est ETL, tout ce qui entoure la donnée. Donc, pour réconcilier, intégrer les informations du réseau de télécommunication dans un modèle qu'on dit unifié. Ça pour améliorer le service, analyser les capacités du réseau puis accroître la productivité. Donc, vous allez voir, on va vous présenter une partie du front-end, de l'interface client, mais
la plateforme, c'est énormément relié aux données géospatiales également. Donc, on travaille énormément avec ces données géospatiales-là pour les traiter, les analyser, puis les mâchouiller, en fait, pour qu'elles deviennent vraiment bien structurées pour prendre des décisions sur ces données-là, puis qu'elles soient de qualité. Donc, initialement, on a déployé la plateforme en tant que preuve de concept, où on l'appelle aussi Most Valuable Product, MVP. L'initiative, vous allez voir, là, on a une chronologie, s'est transformée en plateforme de données géospatiales à l'échelle de l'entreprise. Donc, ça a commencé petit, puis ça a grossi rapidement pour devenir vraiment une plateforme d'entreprise. La plateforme a permis de transformer les processus d'affaires pour les planificateurs du réseau de télécommunications en permettant de la collaboration puis le partage d'informations, d'intégrer des multiples sources de données, des données qui viennent du réseau, des données standards en géomatique, mais également de plus en plus des données qui proviennent des environnements Big Data. Donc, on se connecte directement et il nous pousse de l'information Big Data qu'on intègre dans la plateforme. Ça pour faciliter la prise de décision d'affaires. Puis, on intègre la plateforme aussi dans divers systèmes internes. Donc, la plateforme n'est pas seulement tout seul sur une île, là. Elle s'intègre dans divers systèmes à l'aide de services, que ce soit en amont ou en aval des flux de travail. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que on avait adopté une approche d'entreprise pour les données géospatiales, puis ça pour deux raisons principales. C'est que dans l'entreprise, il y avait un besoin d'accéder aux données de réseau de télécommunications en dehors des outils d'ingénierie traditionnels qui étaient utilisés. Donc, l'inventaire, on a vraiment un inventaire qui est construit pour le réseau. Puis ça, avant cet inventaire-là, il était dans des systèmes d'ingénierie très complexes, assez complexes à utiliser. Donc, les employés, eux, voulaient, les ingénieurs, parce que ça fait partie des utilisateurs, voulaient un moyen d'extraire l'information de ces systèmes et de l'amener dans un monde géospatial, géomatique ou GIS, là, on peut dire, on peut utiliser les trois termes, qui serait facilement disponible pour développer des nouvelles applications d'affaires. Donc, il était tanné, il voulait quelque chose de très simple pour aller chercher l'information. Donc, vous pouvez vous imaginer un Google Maps dans lequel vous mettez l'information réseau de votre entreprise, puis c'est facile d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on a développé. Donc, il peut s'agir des applications des types des portails web, des systèmes de mobilité, etc. C'est assez divers. La deuxième raison, c'est de rendre l'inventaire du réseau le plus accessible, le plus interopérable, pour que d'autres systèmes à l'interne puissent travailler avec cette information-là pour construire des nouveaux services sur cette base-là. Donc, on peut dire que c'est vraiment une démocratisation des données d'entreprise pour rapporter le géospatial d'entreprise à l'ensemble de l'organisation. Donc, on a vraiment démocratisé cette information-là, ces données géospatiales-là, propres à l'entreprise. On considère ça comme un succès. Vous allez voir, on est parti de quelques couches, une dizaine de couches à des centaines de couches. Donc, pour nous, ça a vraiment été un succès. C'est bon, Guillaume? On peut passer à la chronologie, je crois. Donc, comme vous voyez là, dans ce qu'on présente actuellement, c'est que vous voyez à gauche, c'est sur une période d'à peu près un peu plus de 7 ans. L'an 1 à gauche, vous voyez que c'est marqué C et U à chacune tout au long de la ligne, c'est pour le nombre de couches et le nombre d'usagers. Vous voyez là qu'à gauche, la première année, le nombre de couches était beaucoup plus bas. Et à droite, quand on va complètement à droite, le nombre de couches a explosé, puis le nombre d'usagers a explosé. Donc, on y est allé agilement. Donc, on a parti à la gauche d'un premier lancement du MVP ou de la preuve de concept qui était plus relié par rapport à la planification réseau. Mais rapidement, à l'an 2, on a ajouté des couches, on a amélioré les flux de travail, on a rendu l'application à haute disponibilité, high availability, on a ajouté des fonctions telles que le géocodage. Ensuite, on a personnalisé, on a fait de la personnalisation au niveau des applications d'affaires, de plus en plus accessibles à différents besoins d'affaires. On a intégré la mobilité. Également vers l'an 4. On a commencé à mettre de plus en plus d'automatisation vers l'an 5.
À mesure que les couches augmentaient, les usagers augmentaient, on mettait de l'automatisation. C'est une exigence qui est critique actuellement, qui est beaucoup demandée, automatisée. Donc, on a débuté, ça fait quelques années, pour minimiser le travail manuel à l'utilisation de la plateforme, mais également à donner des réponses, à donner des insights, à donner des résultats d'analyse très, très, très rapidement en raison de l'automatisation. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ils ont une plateforme qui on fait très peu de maintenance dessus. Elle est très, très autonome. Tout est automatisé. Pas tout, mais beaucoup de choses est automatisé. De plus en plus, on avançait, on partait d'une planification qui était ingénierie ici, là, planification du réseau. On avait plus des ingénieurs comme utilisateurs, mais de plus en plus, on avance à la fin vers l'année 7. Voyez-vous, le marketing même peuvent utiliser la plateforme pour répondre à des besoins de vente et marketing, pour répondre à des besoins de qualification, donc très marché. Quand vous appelez pour vous abonner à un service à une compagnie de télécommunications, ils vous localisent, ils regardent sur le réseau si vous êtes qualifiable pour vous donner finalement un prix en conséquence. Donc, c'est vraiment, on est parti d'un pur réseau à une application qui peut être mise dans une ligne d'affaires telle que les ventes et marketing et la qualification. Et donc, on est en mode également, là, vers la 7e année, en stratégie de croissance pour rendre l'application vraiment, là, on peut la considérer comme étant en mode libre service. Donc, un peu plus à gauche en chronologie, la première année, c'était assez rigide. On a ouvert de plus en plus pour permettre le libre service à l'année 7. On peut passer à la prochaine. Écoutez, on ne peut pas tout vous présenter aujourd'hui. C'est des screenshots là, qui ont été acceptés, là, mais c'est quand même, là, ce que je veux vous dire, c'est que ça donne un aperçu de, vous avez l'environnement web front-end, donc face aux usagers. L'usager fait face à cette application-là. Vous voyez, dans le navigateur au centre, évidemment, on voit les couches affichées d'informations géographiques, mais tout à gauche, ici, l'utilisateur peut décider quelle couche il veut le rendre visible ou non. Donc, il y a des couches qui sont prédéfinies, il y en a des centaines, mais également, il y a des couches que vous pouvez ajouter par vous-même. Je parlais du libre service, si c'en est le cas. On peut ajouter des couches. L'usager peut ajouter des couches, par exemple, s'il désire faire une analyse d'une région spécifique, il veut voir le coût d'installation, d'équipement, de télécommunications, de fibres, et tout l'équipement qui vient avec parce qu'il y a un nouveau client qui se positionne à tel endroit. Bien, il peut le faire à travers cette plateforme-là. Il peut rajouter ses propres couches d'informations pour faire de l'analyse de son côté. Donc, il y a des outils qui s'affichent en haut, voyez-vous, là, c'est des outils qui sont plus poussés. Donc, on n'a pas un outil de desktop là, du côté web, mais ça s'y approche beaucoup là, dans plusieurs fonctionnalités, je vous dirais. On a voulu garder ça simple. L'idée, c'est de garder ça simple pour permettre à le plus de monde possible de pouvoir utiliser la plateforme. Mais au besoin, il y a des outils plus spécialisés qui s'affichent pour permettre à des ingénieurs, par exemple, d'aller faire d'analyses plus poussées. Divers, je ne sais pas, Guillaume, il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter. On voit Street View également en bas. On peut voir l'information dans une vue Street View. Donc, c'est un mélange vraiment de fond de carte, Google, Street View, information d'entreprise à l'intérieur. Puis là, on parle de milliers d'utilisateurs qui utilisent cette plateforme-là. Des outils d'édition, d'importation de données. Elle est en mode bilingue. C'est en mode libre service. Donc, également, il y a des services qui sont associés à ça. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit front, là, devant vous, ou ce qu'on a besoin d'une souris. Il y a des services, il y a de la donnée en arrière de tout ça, qui permet de vraiment d'avoir accès à plus de 251 services cartographiques pour faire de l'analytique. Donc, on peut, par exemple, avoir un système qui se connecte à l'environnement de ces services-là de la plateforme pour obtenir des résultats, etc. Donc, c'est vraiment un environnement qui est à la fois prêt à être utilisé avec une souris, facilité, comme on le fait dans Google Maps, mais visualiser vos propres informations d'entreprise en télécommunication. Mais également, il y a des services web en arrière qui permettent de répondre à
avoir un environnement qui est moins, qu'on dit qui est moins map-centric, mais obtenir des résultats. Merci Guillaume. Donc, on présente ici la version mobile parce qu'également, il y a des techniciens sur le réseau, des milliers de techniciens dans le champ, là, sur le terrain, pardon, qui utilisent cette application-là. Donc, c'est le penchant vraiment côté mobile de l'application web. Donc, on a une application web et une application mobile qui peuvent être utilisées. Puis, l'information est en live, vraiment. Il y a tellement de couches qu'il y a de la donnée qui vient de Big Data. Les couches sont vraiment là, multiples. Évidemment, il y a des couches d'information ou de la donnée qui est mise à jour à la semaine, à la journée, au mois, tout dépendant de la source de données qui est intégrée. C'est bon, Guillaume, je te laisse le pouvoir. Merci, François. Je prends un petit peu d'eau, je te laisse aller. Oui, vas-y, pas de problème. Fait qu'on passe aux études de cas. Il nous reste encore, je pense qu'on a encore peut-être 15 minutes de présentation. Puis après ça, on va avoir le temps pour les questions. Si tout va bien encore pour le temps. Bon, le premier cas d'utilisation, en fait. Le but de planifier un réseau en télécommunication, c'est toujours, pour la compagnie, c'est d'améliorer l'expérience du client. Disons que moi, en tant que client d'un fournisseur Internet, je m'attends à ce que mon Internet soit rapide. Pour ça, il faut être capable de mesurer la capacité d'utilisation actuelle du réseau pour ensuite être capable de planifier les futures améliorations du même réseau. Donc, c'est ça. Donc, la compagnie, elle avait des capteurs pour déterminer où se trouvait le plus grand trafic. Mais il n'y avait pas des moyens efficaces ou faciles, on va dire, de visualiser et d'interroger les données. Donc, ce qu'on a fait à CGI, on a intégré les données de ce trafic réseau, puis on les a rendues disponibles avec une plateforme cible pour créer une appli plus conviviale, on va dire. Donc, sur l'image que vous voyez à gauche, on voit en rouge les endroits où il y a une mauvaise... En fait, la capacité du réseau est très faible, donc il peut peut-être même saturer. Alors qu'en vert, les lignes en vert, bien là, la capacité est bonne. Donc, en rendant cette information-là accessible à l'intérieur même de l'entreprise. Puis là, quand je dis à l'intérieur de l'entreprise, on parle des planificateurs réseau, dont François a déjà parlé, mais aussi les techniciens sur le terrain, puis même jusqu'aux opérateurs dans les centres d'appel. Bien, en rendant cette information-là disponible, l'entreprise était capable de mieux se coordonner pour apporter la capacité là où elle était nécessaire, le moment voulu. Le prochain cas d'étude, en fait, c'est plutôt, le but, on parle de maintenance préventive et prédictive. Le but de tout ça, c'est de déclencher l'alarme avant qu'elle ne devienne une urgence. Donc, je vais prendre un autre exemple. On a un technicien qui arrive chez vous pour installer le câble TV ou l'Internet. Okay? Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un centre d'appel qui est réservé uniquement pour les techniciens. Ce centre d'appel-là de notre client reçoit des milliers d'appels chaque année. Okay? Et donc, les opérateurs réseau, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent améliorer les capacités d'analyse du personnel de ces centres d'appel-là pour réduire le nombre d'appels durant l'année. Donc, en ayant donc un réseau plus fiable. CGI a donc utilisé les données de ces centres d'appel-là pour créer des flux de travail, pour traiter les données et produire des visualisations spatiales sous forme de rapports quotidiens, un peu comme on voit ici à gauche. Donc, ce sont des rapports en temps réel, pratiquement. Ça a permis à notre client d'être proactif, de résoudre plus rapidement ses problèmes. Quand il y a des bris sur le réseau, ça arrive souvent qu'il y a des bris de réseau, des bris d'équipement. Donc, en corrélant ces problèmes-là dans l'espace, et non juste recevoir un appel, mais en corrélant cet appel-là à un endroit sur l'espace, bien, on est capable d'intervenir plus facilement. Je continue. Mon troisième use case, en fait, c'est lié à l'Internet haute vitesse dans les régions reculées. C'est un enjeu dont on entend parler énormément, surtout au Canada, depuis plusieurs années, au Québec même. Imaginez juste en termes de distance à parcourir pour un réseau haute vitesse par rapport à la superficie du territoire puis la densité de population. Ça crée un réseau qui coûte non seulement cher à mettre en place, mais ensuite, il faut le maintenir, ce réseau-là.
Donc, ce n'est pas une fois qu'il est construit qu'il ne coûte plus rien le réseau, autrement dit. Donc, le défi, c'est d'identifier les meilleurs sites avec le meilleur potentiel de retour sur l'investissement. Puis tout ça, ça relève, comme on le dit sur la slide, là, ça relève plus de l'art que de la science parfois. Donc, à partir des données des clients présents et passés, et de l'emplacement du réseau actuel, CGI a construit un modèle prédictif pour analyser le rendement du capital investi puis de prédire quels investissements vont être meilleurs sur le temps. Donc, qu'est-ce qui entre dans l'équation en plus de où sont les clients, les anciens clients, les nouveaux clients puis le réseau? Il faut penser à d'autres éléments comme est-ce que c'est de la fibre ou du cuivre ou le fameux câble coaxial qui se rend sur place? Est-ce qu'en plus d'un service Internet haute vitesse, il n'y aurait pas, par exemple, un service de mobilité sans fil ou même un Internet sans fil dans les coins très reculés? Ça peut être aussi, est-ce que les gens reçoivent, je sais pas moi, la télé par satellite, parce qu'il n'y a rien d'autre qui se rend. Puis, on regarde aussi qu'est-ce que les compétiteurs font sur place. Est-ce que les compétiteurs ont de l'infrastructure réseau déjà en place? Donc, on pourrait en se mettre en partenariat avec eux pour améliorer, bonifier le réseau pour la population. Bref, ce modèle-là est en constante évolution. Il a permis de prioriser des millions de dollars d'investissement pour bonifier l'offre au réseau dans plusieurs régions partout au Canada. J'aurais fini avec ce use case-là. François, je te passe la parole. Merci. Donc, ça sera pas long, excuse-moi. Donc, ça, c'est un cas d'utilisation qui est en lien avec des données qui proviennent des utilisateurs, des clients, à partir de leur appareil mobile, leur téléphone cellulaire. Donc, cet exemple-là, je tiens à dire qu'il est au Canada. On a plusieurs exemples, mais c'est fait par nous à Québec, avec les mêmes genres de technologies qu'on a utilisées pour la plateforme d'entreprise. Ça s'intègre à l'entreprise également, mais c'est un cas qui est particulier à l'Europe. Donc, mais c'est l'équipe qui a fait la réalisation. Donc, je reviens, chacun des pixels, voyez-vous ici, l'analyse qui est faite, c'est des données qui sont faites à partir de données cellulaires des clients. Donc, on analyse la force et la qualité du signal de chacun des appareils mobiles des clients. Donc, à partir de votre positionnement, à partir de votre localisation, on est capable de tirer ce type d'informations-là, déterminer la force pour voir à couvrir de meilleure façon le territoire de manière avec le signal. Donc, il y a un meilleur positionnement des antennes qui est fait à partir des résultats de cette analyse-là. Quelque chose qui est intéressant, c'est que la compagnie s'est aperçue que les utilisateurs qui étaient leurs employés, en fait, dans leur bureau, dans leur head office, dans leur siège social, utilisaient des données provenant de la compétition. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites à partir de ces analyses-là. Mais donc, c'est possible, mais c'est surtout challengeant parce qu'on parle vraiment d'un environnement pratiquement big data, beaucoup d'informations à traiter, à structurer, mais également beaucoup d'informations à afficher parce qu'un des enjeux, c'était non seulement traiter l'information, mais c'était également de l'analyser, oui, mais de l'afficher sur une carte, c'était une des exigences. Vous voyez le résultat ici, là, c'est énorme la donnée qui est affichée. Donc, on a réussi à le faire avec des nouvelles techniques. Donc, on peut zoomer dans cette carte que vous voyez là, statique évidemment aujourd'hui, mais vous pouvez zoomer, vous pouvez faire du 3D avec. On voit ici, on fait de l'analyse un peu tridimensionnelle de l'information. Je ne peux pas aller plus loin vraiment en termes de résultats parce que c'est propre à la compagnie, c'est des données qui sont sensibles évidemment. Je ne peux pas aller plus loin que vous dire et montrer les résultats qu'on a réalisés ici. Mais c'est des enjeux actuels là, dans l'organisation. C'est le point XY, la localisation de chacun de vos appareils mobiles. C'est de la big data. C'est vraiment un environnement qui est challengeant, mais en même temps, nous, ça nous fait triper. C'est quelque chose qu'on aime faire. C'est des challenges qu'on aime avoir. C'est bon, Guillaume? Donc, ce qu'on voit ici, c'est relié évidemment au monde de la réalité augmentée. Donc, vous voyez le problème. Ce qu'on voit ici, c'est
c'est un technicien de la compagnie de télécommunications. Un des problèmes, voyez-vous, qui était soulevé, c'était de trouver un équipement réseau qui se cache à la vue de tous. C'est souvent difficile, puis qu'il n'y paraît. Donc, c'est vraiment, on se promène, la personne se promène avec un casque, qui est dans ce cas-ci un casque HoloLens, et affiche, quand il regarde dans son casque, il voit l'information de télécommunication, ses propres données qu'on voyait sur la carte tout à l'heure, qui était en mode 2D. Là, il voit apparaître dans son casque. Donc, c'est la même information, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'affiche sur de la réalité. Donc, on voit l'image en arrière. Donc, le technicien peut cliquer sur, on voit le T, là, qui représente le poteau, peut cliquer puis avoir de la donnée descriptive en temps réel qui est reliée à ce point-là. Ce qu'il peut faire aussi, c'est améliorer la qualité des données directement sur le terrain. Donc, au lieu de prendre ta souris puis d'être sur une application web ou desktop puis de changer la localisation de l'infrastructure parce qu'on améliore la qualité de la localisation, il peut le faire directement sur le terrain. Donc, c'est vraiment là, ça améliore la productivité aussi et ça améliore la qualité des données sur le terrain directement au lieu de le faire carrément seulement dans ton espace de travail à la maison, au travail, c'est-à-dire. Peut-être ajouter que oui, ça aussi, ça a parti d'un petit projet. Je vous dirais même que ça a parti d'une innovation de notre centre d'excellence à Québec, qui était non relié à ce client-là, non relié aux télécommunications, mais on l'a adapté pour devenir une preuve de concept avec le client. Puis, on a obtenu des feedbacks directement des techniciens. Donc, on a écouté l'expérience utilisateur, les techniciens dans ce cas-ci. Écoutez, les techniciens ont amélioré le travail là, et ont augmenté leur productivité énormément à partir de ce type d'application. C'est bon? Donc, c'est une application, juste pour vous dire que, dans le fond, cette application-là permet de suivre en temps réel les techniciens, des milliers de techniciens de la compagnie de télécommunications. On a rebâti une application de A à Z, on a refait des workflows, on a refait le développement. C'est un suivi en temps réel. On peut également, c'est fait pour la planification puis le déploiement et l'affectation des tâches des techniciens. Donc, c'est quelque chose d'assez challengeant également de ce côté-ci parce qu'il y a plusieurs milliers de déplacements, plusieurs milliers de techniciens. Mais c'est une refonte dont on est fier. Ça implique également beaucoup de localisation. Je ne peux pas vous montrer l'interface. On ne peut pas vous montrer l'interface aujourd'hui, mais c'est de plus en plus utilisé. On sait le tracking, on entend de plus en plus parler. Nous, on le fait à l'intérieur d'une organisation en lien avec la plateforme géospatiale dont vous parlez un peu plus tôt. Donc, ça fait partie, quand je vous disais qu'il y avait des systèmes en parallèle qui utilisaient la plateforme, ça, c'en est un système en parallèle qui tire parti de l'environnement technologique qu'on a bâti. Donc, on entend beaucoup parler d'automatisation aujourd'hui. Mais là, on va en parler en lien avec l'intelligence géospatiale. Dans le fond, comme vous le savez, ici au Canada, là, vous vivez ici, le gel, l'hiver est très profond dans le sol. Puis, on doit déplacer des équipements à 8 pieds sous terre la plupart du temps. Donc, on doit aller les positionner, ces équipements-là. Donc, pour être en mesure de creuser dans les rues puis de coordonner le travail avec les municipalités, c'est important d'avoir accès à de l'information qui est vraiment fiable et à jour surtout. Donc, ça se peut qu'on ne creuse pas avant 10 ans, donc il faut en profiter, il faut avoir de l'information, il faut faire le travail rapidement, puis il faut avoir la bonne information.
Donc, les municipalités puis certains services publics, là, les utilities, ce qu'on dit, envoient parfois des fichiers CAD à la compagnie de télécommunications. Mais la plupart du temps, ce sont vraiment des dessins ou des plans qui sont faits, qu'on envoie en format PDF. Donc, la compagnie de télécommunications reçoit ces dessins-là des compagnies ou des municipalités, puis doit travailler à partir de ces informations-là, ce qui est très difficile. Là. Il y avait une idée d'automatiser la détection des objets, des lignes, des points, des polygones. Donc, vous voyez un exemple ici là, d'information qui est envoyée à gauche, en bas à gauche. C'est même pas numérique, là. C'est-à-dire c'est un PDF, puis il faut être capable de traiter cette information-là. Souvent, ce qu'il faisait, il le faisait à la main, donc le processus est énormément long. Donc, l'idée, c'était d'automatiser la détection de ces objets-là pour en faire de l'information géographique numérique digérable par le système qu'on pouvait ajouter dans la plateforme d'entreprise. Donc, on a fait une preuve de concept, on a réussi là, le travail. Ça a passé de 4 heures de travail à faire un plan, à retirer l'information d'une personne qui manuellement faisait le travail à 5 minutes. Donc, on va vraiment automatiser. Ça reste qu'il y a toujours un 5 minutes qui doit être fait parce que, voyez-vous, les objets qu'on a dans la gauche, il faut les localiser sur le plan géographique. Donc, il y a un travail qui est très difficile à faire automatiquement, qu'on doit quand même faire manuellement encore. Mais on est passé de 4 heures à 5 minutes, pratiquement par plan. Fait que vous pouvez vous imaginer le gain de temps et d'argent qu'on fait à automatiser ce type de tâches-là. On est très fiers de notre côté d'avoir pu le réaliser. Il y a toujours de l'amélioration à faire, définitivement, dans ce type de travaux-là. Puis, parce que les dessins sont divers, sont envoyés. Il n'y a pas une seule forme standard de dessin ou de PDF, etc. Mais quand même, les outils existent. Je voyais dernièrement, justement, dans des plateformes qui sortent des nouvelles versions, parce que ça vient dans l'application, dans le logiciel directement, de pouvoir commencer à traiter ce type d'avoir ce type de fonctionnalité-là. Donc, l'automatisation, c'est comme je disais au départ, dans la plateforme, on automatise dans le traitement de données depuis le départ. C'est demandé, exigé par la compagnie et par toutes les compagnies aujourd'hui nous demandent le plus possible d'automatiser le travail qu'on fait. Donc, on a tout le temps un mindset en arrière de le faire. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on était fiers, c'est que c'était quand même assez difficile de prendre des plans puis de les stretcher, de les mettre, de les localiser d'un, puis ensuite d'automatiser l'extraction des objets qu'on voit dans le PDF. Je tiens à rajouter aussi que de plus en plus ce qu'on fait, puis vous le faites aussi là, à Sherbrooke évidemment, mais on joue de plus en plus dans tout ce qui est Geo-AI, donc d'être capable de retirer des objets à partir d'imagerie. Donc c'est un champ d'intérêt qui est grand pour nous. Je ne peux pas en parler par rapport au cas aujourd'hui. J'ai personnellement eu à intervenir dans cette compagnie-là pour discuter de ce type de besoins-là, reliés entre autres à la détection, par exemple, de building dans un cadre de localisation ou de géocodage. Lorsqu'on n'est pas capable de trouver l'adresse civique, on va aller voir sur une image, puis on va retirer l'endroit physiquement où pourrait être le building pour détecter ses formes, etc. Donc, c'est un champ d'expertise qu'on a, mais c'est vraiment d'intérêt pour nous également et pour la compagnie de télécommunications. Voilà. Un dernier pour, justement, qui est d'actualité. On a eu des cas d'inondation en Colombie-Britannique il y a peu de temps, je pense que c'était la semaine passée. Parce qu'en 2 jours, il est tombé quoi? 23 cm ou plusieurs centimètres de pluie ont tombé. Ça a des impacts de plus en plus. Donc, on a vu depuis le début qu'on utilise la donnée d'entreprise, d'équipement, de réseau, etc. Mais toute forme de données pouvant impacter, pouvant être utilisées mais pouvant être utilisées pour analyser ou, dans ce cas-ci, gérer le risque, sont les bienvenus de plus en plus. Donc, la donnée météo, on en voit de plus en plus qui est utilisée à l'intérieur des entreprises. Mais donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment des sources externes de données. Guillaume t'en a parlé, mais on a des partenaires logiciels, on a des partenaires technologiques, mais on a énormément de partenaires de données. On s'intéresse
grandement aux données, comme les entreprises. Les entreprises recherchent énormément. On parle de télécommunications, on pourrait parler des compagnies d'assurance, entre autres, mais recherchent de plus en plus des sources externes de données. Donc, nous, on est un hub pour ça. On est expert on a des partenaires on a cet intérêt à savoir, à connaître les sources de données. Ça peut être commerciales ou ouvertes dans les deux cas. Mais dans ce cas-ci, on a appliqué vraiment on a utilisé ces données externes-là pour mieux gérer le risque. Je ne peux pas aller plus loin, mais vous pouvez imaginer que ça a des impacts sur l'équipement rapidement. Donc, on peut détecter quels sont les équipements qui vont être affectés par une inondation. Donc, ça l'amène vraiment un gain d'argent également et à une diminution du risque par rapport à nos équipements. Il y a le feu aussi, je ne veux pas trop aborder, mais on a, avec certaines compagnies également, travaillé avec des données par rapport au feu de forêt. Merci François. Ça met fin à notre présentation. On a affiché nos coordonnées ici si vous avez des questions qu'on ne pourra pas répondre aujourd'hui. Donc, vous pouvez lever la main. On est là pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup à tous les deux pour votre belle présentation. Est-ce qu'on a des questions? Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Christian? Oui, en fait, deux petites choses. Christian Prévost, Ressources naturelles Canada. Juste pour vous signaler, mais vous le savez certainement déjà, que Ressources naturelles Canada est très présent dans le domaine des inondations pour la cartographie quotidienne à partir de données radar, etc. Mais je suis certain que vous le saviez déjà. C'est une question que je voulais poser concernant la page 16, en fait. Pardonnez mon ignorance, mais 16. Là, on voit 19, mais si vous voulez reculer, on reverrait le type devant son poteau. Là, on a 14, 16, voilà. Désolé, c'est mon réseau qui est là. OK. Là, est-ce que j'ai bien compris? On parle de téléphonie cellulaire, je pense. On parle d'un technicien qui est sur le terrain et lui, il analyse, je pense, la qualité du réseau à cet endroit pour mieux positionner les antennes, dans le fond, ou les repositionner, je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien compris le bidule qu'on voit là? Oui, le point est bon. En fait, c'est la donnée, elle est de la donnée réseau terrain. C'est-à-dire, c'est pas de la donnée cellulaire, c'est, voyez-vous, il y a des manholes qu'on appelle, il y a vraiment de l'équipement terrain sur le terrain des télécommunications. Il y a de la fibre qui passe, etc. Fait que là, on ne le voit pas, mais on pourrait voir la fibre vraiment, là, on pourrait voir de la cuivre, on pourrait voir les lignes Donc, tout équipement sur le terrain, c'est vraiment network terrain. Et non cellulaire dans ce cas-ci. Mais oui, il pourrait décider que le T représente une infrastructure. Il pourrait dire, puis ça, c'est du numérique, là, mais il pourrait dire, OK, il n'est pas vraiment là, je vais le tasser, je vais le mettre plus à gauche parce qu'on s'est trompé, on a mal localisé sur la carte, etc. Donc, c'est sur le terrain qu'ils déplacent les informations. Puis, ils ont accès aussi en cliquant sur les objets qu'ils voient. Donc, c'est leurs données de réseau. Ils peuvent avoir accès aux informations statistiques ou aux données descriptives associées à cet objet-là. Donc, à des valeurs, peu importe les données. C'est-tu plus clair? Ou Oui, c'est plus clair, c'est plus clair. En fait, j'avais juste un petit morceau de la question. Mais rapidement, les antennes cellulaires, par exemple, c'est une partie importante, je présume, de tout le processus, mais elles doivent être modifiées, leurs positions doivent être modifiées continuellement en fonction des constructions qui viennent bloquer le signal aux environs. Est-ce que je me trompe? Oui, on utilise la donnée dans le cadre de ce projet-là, qui est la plupart du temps du network, comme je viens de l'expliquer, rigide. Je ne sais pas, j'ai oublié le terme, là, mais j'ai personnellement, dans les derniers mois, été impliqué dans des projets de mobilité, puis par rapport même à la 5G, pas nécessairement avec ce client-là, mais avec d'autres clients aussi. De plus en plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a de l'analyse qui est faite par
des équipes qui sont principalement géomatiques, avec des outils spécifiques pour être capable de déterminer avec l'élévation du sol, de plus en plus avec de la donnée qui est 10 mètres par 10 mètres, vraiment beaucoup plus précise. En Europe, ça fait longtemps qu'ils l'utilisent. Donc, la donnée de terrain, la donnée même que les cherchent, la donnée des arbres, toutes sortes de données qui viennent bloquer le signal. Il y a vraiment de l'analyse spécifique dans les compagnies de télécommunications qui est faite pour dire si l'antenne devrait être à gauche ou plus à droite. Définitivement, c'est le cas. De plus en plus aujourd'hui, le nombre d'antennes, puis là, je parle personnellement, vous voyez que ça augmente. Donc, il y a plus un positionnement de nouvelles antennes que de tasser des antennes. Mais aussi, dans le cadre ils vont chercher des clients de plus en plus dans le milieu rural. Ils ont des noms spécifiques pour ça. Moi, je faisais partie d'un projet justement pour aller chercher de plus en plus de clients. Donc là, ils mettent des antennes comme on a l'habitude d'en voir, oui. Ils vont faire de l'analyse terrain, ils regardent le réseau, etc. Ils disent l'antenne va aller là parce qu'il y a tant de population, peu importe. Il y a des chalets, etc. Mais de plus en plus, ils vont mettre des petites antennes en plus sur votre maison, sur votre chalet. Donc, et la 5G, éventuellement, c'est ça. C'est pas nécessairement, en tout cas, personnellement, pour que ton téléphone puisse aller plus vite quand tu vas voir tes images, mais d'autant plus pour l'Internet des objets. Mais ils vont mettre des antennes partout. Fait que ça a commencé avec le réseau pour atteindre de plus en plus de monde dans leur chalet ou peu importe. C'est toujours ça, hein, avoir plus de clients. Diminuer la grosseur des antennes, le mettre vraiment dans ton coin de maison. Donc, la localisation est hyper importante. Fait que c'est plus juste de dire que M. Tremblay habite à tel point, mais ils vont localiser l'antenne qu'ils vont l'installer, ils vont localiser tout. Et je pourrais dire que dans le domaine des télécommunications, le géospatial est comme ça actuellement. C'est fou, là. C'est d'autant plus avec la mobilité. Longue réponse, là. Désolé, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très clair, très clair. Merci. Moi, j'aurais un complément peut-être pertinent. Là. On parlait de l'image, Christian. Ce qu'on voit ici, en fait, ce qu'on voit, c'est un poteau électrique. Le poteau électrique, c'est plus qu'un poteau électrique. Là. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Là, j'ai dessiné ici, ce que je crois être un poteau électrique là, en vertical. Les lignes verticales, c'est le poteau. En haut, c'est les lignes à haute tension, donc le très fort courant. La ligne juste en dessous, quand vous regardez un poteau électrique, ça, c'est la ligne qui se rend dans vos maisons, donc avec les transformateurs qui sont connectés, qui transforment l'électricité qui descend dans la ligne de courant régulière. Puis, en troisième étage, juste en dessous, généralement, c'est là que les compagnies de télécommunications, de câbles, etc., vont passer leurs fils. Donc, à même les poteaux d'hydro. Donc, la localisation de tous ces équipements-là, des splitters, souvent il va y avoir même des espèces de courbes dans les câbles pour repasser, pour mettre on va dire, pour répéter un certain type d'information ou de réseau. Donc, il y a toutes sortes de choses à localiser comme ça. Donc, juste pour mettre en contexte aussi, en plus, de pourquoi on a besoin de le visualiser également en réalité augmentée souvent, parce que l'équipement peut être pas à la bonne place sur le plan, mais le technicien voit, hey, non, il est là, il n'est pas de ce bord de la rue ou il est de l'autre bord, il n'est pas sur le bon poteau, il est sur l'autre poteau. Donc, c'est pour mettre en contexte à ce niveau-là. Merci. Bien, merci. Oui. Est-ce qu'on a une autre question pour François et Guillaume? Sinon, moi, j'en aurais une. Oui. Puis, tu me refileras après, j'en ai une à la fin. Là. OK, c'est bon. Moi, j'aurais voulu savoir si c'était, premièrement, finalement, le premier travail de création de plateforme comme ça, d'entreprise que vous faisiez. Et si ce n'était pas le cas, est-ce que vous êtes en mesure ou même en droit de finalement réutiliser les mêmes architectures d'un client à l'autre, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des contrats de je sais pas, confidentialité, où vous ne pouvez pas réutiliser la même architecture pour un client, pour un autre, etc. C'est en continuant l'évolution, je vais répondre, Guillaume. Non, ce n'est pas la seule, vraiment pas. On fait partie, je veux dire, on a un de nos plus gros clients actuellement, c'est Service Alberta. On travaille avec Environnement et Parc principalement, mais on a développé une plateforme d'entreprise qui est avec Service Alberta, donc c'est vraiment en train d'exploser pour l'ensemble des ministères. On a commencé avec Environnement et Parc. C'est un environnement qui est ArcGIS Portal actuellement, qui est en évolution. Donc, on adapte, nous, on s'adapte à mesure qu'on travaille avec nos clients. Ce qu'on vous a montré, on n'a pas d'IP. On ne peut pas réutiliser, ça appartient au client.
Mais on a tellement d'actions. Ouais, on a tellement d'actions un peu partout que je dirais que notre plus gros en innovation actuellement, dans lequel on intègre du RGS Server et Portal actuellement, en mode self-serve, libre service, et beaucoup plus. Donc, je peux en parler plus parce que c'est assez ouvert. Là. C'est Service Alberta. Là. C'est vraiment notre grosse plateforme actuellement. On a une grosse équipe qui est là-dessus actuellement. Et d'autres clients, là, j'ai parlé des compagnies de télécommunications. On est un écosystème à CGI, là, puis moi, ça fait 4 ans que je suis là, puis ce que j'essaie de faire, on a un groupe géospatial mondial, on s'échange énormément d'informations, des services. Donc, on travaille avec UK actuellement dans le monde du Space Imagery, avec Netherlands, avec l'Estonie. Donc, on se partage à travers Teams nos expertises. Je pense que c'est ça que nos clients veulent aussi. Donc, si vous faites affaire avec nous autres, on partage. Pas l'IP, pas ce qu'on fait directement avec notre client, mais on partage notre mindset, nos idées, etc. C'est l'objectif du centre d'excellence aussi. Merci. Christian, tu disais que tu avais une autre question, puis on finira avec ça. D'accord. Imaginons, on sait que j'ai bien aimé la question sur pas le développement du Nord, mais faire une couverture plus générale, disons, vers le nord du Québec, par exemple. Mais en même temps, il y a M. Musk, puis il y a même, je pense, les Télésat qui lancent tous les deux leur grosse... c'est Amazon. Gros groupe. Il y a les deux. Il y a Amazon, il y a Musk aussi. Puis il y a Télésat aussi, qui en prévoit 400 ou 500, je crois, en tout. Mais là, bon, peut-être que... Mais c'est pas... La question, c'est que, imaginons que Elon Musk vous dit, CGI, venez nous faire un salesman's pitch, CGI géospatial, venez nous faire un salesman's pitch sur qu'est-ce que vous nous avez... Comment est-ce que vous voyez notre organisation pour avoir le maximum de clients possible, mais à partir de satellites, de communication satellite à ce moment-là. Là. Qu'est-ce que vous arrivez? C'est des idées en 3 minutes là, qui vous sortent à l'idée. Là. Je peux vous dire que je vais réfléchir un peu à ce que je peux dire. On a déjà un IP. C'est quoi IP en français? C'est de la... Propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. En télécommunication, pour la gestion de satellites, de télécommunication pour un meilleur positionnement des antennes sur le terrain. Je l'ai vu personnellement il y a à peu près 5-6 mois. Donc, on a déjà des actions depuis plusieurs mois par rapport à ça. On travaille, on va se positionner très fortement, puis on l'est très fortement en Europe, au UK, pour la meilleure gestion. Il faut d'abord gérer les satellites avant d'aller sur le terrain. Ils veulent bien gérer Donc, on a déjà des plateformes qui le font. On a déjà l'expertise. On travaille avec le Centre spatial européen. On a des gens, on a une équipe, là, puis même on nous demande d'aider là, actuellement. Donc, pour le space, pas seulement pour le géospatial relié au space. Donc, c'est très large, mais donc, on aide déjà. En fait, la réponse, c'est qu'on est déjà présent. Puis, on a déjà de l'expertise à l'interne. Puis, on est en train de la bâtir de plus en plus à Québec, au Canada. Donc, oui, ça s'en vient. On a rencontré Amazon dernièrement. C'est vraiment un launch and learn, mais on est déjà en partenariat avec eux. Ils lancent des milliers de satellites bientôt. Là. Donc, ça va vite. On posait la question, par exemple, combien avez-vous de hubs sur le terrain? Là? C'est la question des antennes. Là. Vous posez la question des antennes, mais les autres, hubs, il y en a un aux États-Unis actuellement, mais ils vont en bâtir d'autres. Donc, où vont-ils être localisés? Ça va être en fonction des clients qu'ils veulent atteindre, probablement. Donc, mais qui dit atteindre des clients, vont vouloir connaître un peu ces clients-là, savoir. Fait que dans ce qu'on a fait comme plateforme, ce qu'on fait en Alberta, c'est toutes des plateformes qui peuvent aider aussi à ça. Puis il y a des choses qu'on pourrait vous parler sous NDA, là, mais c'est ce que je peux répondre. Là. Je ne sais pas si... Et alors, même les gens du spatial ont besoin d'antennes au sol, de retransmission pour bâtir un réseau filaire, eux autres aussi. Est-ce que je me trompe? Oui. J'ai été surpris aussi. J'ai appris ça il y a quelques mois. Là. C'est mes collègues en Europe.
Il disait, hey, François, on a ça pour la 5G. Fait que là, j'essaie de comprendre pourquoi tu gères des satellites pour la 5G. Il dit, ben, c'est parce que la 5G va venir d'en haut. OK. Là, OK, on ne mettra pas tant d'antennes que ça, c'est que ça va venir. Fait que, il faut regarder en l'air, là, comme les petits hamsters. Là. OK. Puis si pas tout est dit, puis pas tout est connu, mais il faut gérer les satellites maintenant. Ouais. Pas seulement pour prendre des images, mais pour offrir du service Internet. Ils vont avoir besoin d'un hub sur le terrain. D'ailleurs, à Bell, c'est ça que même je vous dis à des compagnies comme Bell, TELUS, Rogers, name it, là, partout au Canada. J'ai eu l'occasion de travailler avec ces compagnies-là. Puis les questions là, de lier tout ce qui est wireless, de la mobilité avec le réseau terrain, c'est un enjeu. D'ailleurs, au début, il y a quelques années, ces groupes-là ne travaillaient pas ensemble. Puis là, de plus en plus, ils meurent. Ils disent, il faudrait peut-être qu'on se parle, là, le wireless, puis parce que là, on a besoin du réseau terrain pour mettre de l'infrastructure pour répondre aux satellites, puis aux antennes qu'on est en train de positionner. C'est des enjeux, là, ces liens-là, actuellement. Mais c'est ça, ils sont en train de bâtir le réseau. Merci. Enfin, merci pour tout, mais là, je vais en apprendre une bombe. J'étais certain que la communication était directement de l'usager au satellite. C'est pas ça pantoute. Merci, messieurs. Moi, j'ai un dernier point, juste pour vous dire qu'on va avoir bientôt des stages disponibles en observation de la Terre à CGI. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. On est en communication avec des clients là, pour avoir des projets intéressants pour des stagiaires à l'université. Donc, stay tuned sur vos réseaux. Surveillez. On a besoin de gens intelligents. On a besoin de gens, des idées, c'est ça, on travaille comme ça, nous autres. Là. On a vraiment besoin de gens qui trippent et qui on a de la place. Là. Ouais, probablement dès le printemps, peut-être même à la fin de l'hiver, on va peut-être avoir de bonnes nouvelles de ce côté. C'est excellent, ça. Nous, c'est exactement ce dont on a besoin aussi dans le cadre du programme CRSNG Foncé DOTS. Là, fait que je pense qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler un peu plus longuement à un autre moment. Là. Tout à fait. Excellent, merci beaucoup à tous les deux, puis merci beaucoup à ceux qui ont assisté malgré peut-être l'estomac criant. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et puis encore merci François et Guillaume pour votre temps et puis votre présentation. Merci à vous, hein. Très gentil. Merci à vous pour l'opportunité. Merci. Très intéressant. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne journée là.